primaire, à la maternelle aussi. Les chansons de Noël à l'église, la chorale. Donc j'accompagnais ma mère très souvent pour ses répètes. Et donc j'étais le petit qui était là avec tous les autres enfants de personnes étant dans la chorale, qui sont juste venus accompagner nos parents. Sauf que moi j'étais un peu plus attentif. Donc j'apprenais déjà à faire des distinctions entre les différents types de voix, entre les différents types de tonalités. Puis c'est un peu comme ça que ça m'est venu. Après, le chant plus particulièrement, parce qu'avec mes sœurs également, on le faisait très souvent. Bonjour ou bonsoir à vous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir mi coach, qui est artiste et à la fois ingénieur. En tout cas, bienvenue dans ce nouvel épisode. Comment tu vas? Très bien, c'est gentil de me recevoir, Super. ça va tranquillement. Tu as un parcours fascinant. Et aujourd'hui, tu t'es mis à la musique également. Et tu es à la fois ingénieur technico-commercial. Et donc aujourd'hui, quand on te pose la question qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment toi tu te présenterais? J'aime bien me définir comme étant un débrouillard. Un débrouillard. Un débrouillard. Enfin, déjà, je suis très content d'être là, c'est gentil de me recevoir. Je pars du principe que c'est important souvent de dire les mots et j'ai pas très souvent eu la possibilité de parler. Donc oui, le fait quelle chance. que de m'exprimer, c'est un peu... Enfin, les gens m'ont jamais vraiment entendu parler sur des plateformes de ce genre, donc c'est un peu la première fois. Mais je suis content d'être là, c'est gentil de me recevoir, je me porte comme un charme. Quand on me demande de me présenter, je me présente plutôt comme étant un débrouillard parce que j'ai appris à m'adapter. Super. À m'adapter à tout ce que la vie envoie dans ma direction. Donc oui, professionnellement, j'ai une activité, mais artistiquement également, on va dire que je ne chôme pas. Et c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Donc oui, je suis content que d'être dans cette position-là aujourd'hui. Donc oui, je me présente comme étant un débrouillard. Super. Franchement, c'est un honneur pour nous de t'avoir parmi nous ici sur Voix d'influence. En fait, si tu devais choisir une chanson qui devrait te décrire, ce serait laquelle et pourquoi? Je rentre directement dans le vif du sujet, sans du tout. Il y a tellement de chansons qui me définiraient, mais bon, on va venir à mon EP, donc mon extended playlist qui est récemment sorti et qui compose 5 chansons. Je pense que la chanson qui me définirait plus, elles me définiraient toutes en fait, elles me définissent toutes, mais celle à qui je m'identifie plus, c'est La Source. Elle s'appelle La Source, mais Saint Thomas aussi. Donc je mettrais bien La Source, mais bon, après Saint Thomas. Mais celle qui me parle le plus et celle dans laquelle je me retrouve le plus, on va dire La Source et Saint Thomas. Donc oui, La Source d'abord, pour répondre à ta question, et Saint Thomas aussi. Justement, pour rester à La Source, on va aller justement là où tout a commencé, les origines. Oui. À quel moment tu as commencé la musique concrètement? Voilà. C'était quoi tes premiers souvenirs en fait, musicalement mes parlant? premiers souvenirs étaient très religieux. Donc oui, accompagner les parents à l'église. Ma mère étant dans la chorale, le culte d'enfants, les représentations à Noël, ce genre de choses. Honnêtement, je ne me souviens pas d'un moment où je ne faisais pas la musique à petite ou grande échelle. Donc à la maison, c'était très souvent les génériques de dessins animés, au primaire, à la maternelle aussi. Les chansons de Noël à l'église, la chorale. Donc j'accompagnais ma mère très souvent pour ses répètes. Et donc j'étais le petit qui était là avec tous les autres enfants de personnes étant dans la chorale, qui sont juste venus accompagner nos parents. Sauf que moi, j'étais un peu plus attentif. Donc j'apprenais déjà à faire des distinctions entre les différents types de voix, entre les différents types de tonalités. Puis c'est un peu comme ça que ça m'est venu. Après, le chant plus particulièrement, parce qu'avec mes sœurs également, on le faisait très souvent, parce qu'on écoutait beaucoup de musique à la maison, mon père étant très musicos, donc on avait des vinyles. Il y avait des vinyles à la maison, il écoutait, il avait des goûts assez éclectiques, mais bon, c'était très jazz, très R&B, très soul, très musique des années 70, 80 également. Et donc c'est un peu dans ça que j'ai baigné, dans le sens où mes parents même étaient des fans de musique, et puis on était entourés, si tu veux, il y avait de l'art partout. Il faut dire que j'habitais à la Cité des Arts, à Cocody. Et quand maintenant je fais une rétrospective, je me dis effectivement qu'il y avait de l'art partout autour de moi.
Parce que tu avais le grand Sidjiri Bakaba, donc grand acteur, grand réalisateur qui habitait juste en haut de chez nous. Tu avais Marcelin Yassé Oui, qui habitait pas ça, c'est loin des de chez grands noms, nous. ouais. Tu avais le groupe Pacific Group, qui est un groupe de Youssoumba qui habitait juste en bas de chez nous. Tu avais Belinda Feeling qui habitait dans notre quartier. Tu avais Smalto. En fait, c'est maintenant que je réalise que j'ai baigné dedans. C'est-à-dire que il y avait ça partout autour de moi. Et donc, je pense qu'avec du recul, je ne pouvais pas échapper. D'accord. Est-ce que on pourrait dire que tu as grandi dans une famille de musiciens ou tu étais juste un cas isolé ou comment? Je n'étais pas un cas isolé. Mes parents n'étaient pas musiciens, je ne pourrais pas dire musiciens. Mhm, Mes parents étaient juste passionnés de musique. Ma mère chantait, donc dans la chorale. D'accord. Et ma mère était choriste, donc on peut dire ça, oui. Mon père était juste musicos. Puis après, j'avais des frères et sœurs qui étaient très passionnés de musique également, donc ça allait dans tous les sens. J'ai mon frère qui aimait Pink Floyd. J'ai ma sœur qui écoutait un peu de R&B français, R&B américain. Donc vraiment, c'était très musical. Et les sons qui tournaient chez vous, généralement, c'était quoi? Est-ce que de... c'était religieux, pardon? C'était que religieux ou... Non, c'était pas que religieux. Il y avait des chansons religieuses, bien évidemment, parce que ma mère était dans la chorale, mais il y avait principalement beaucoup de jazz, beaucoup de R&B, beaucoup de tradi moderne à la Thérèse, ce genre de choses-là. Et beaucoup de variétés urbaines aussi, mais variétés urbaines des années, donc Alice Ofa, Chantal Taïba, vraiment les grands noms. Mewe, voilà, Mewe, j'ai le souvenir, Mewe, on est de la même ethnie, donc du même village. Donc c'est vraiment quelqu'un que ma mère adorait, mais que j'ai jamais vraiment eu la possibilité de voir, mais que j'ai revu des années après, parce qu'il répétait dans un studio où j'ai eu la chance également de répéter. Et j'ai compris en fait que tout faisait sens. Ouais, super. Donc je suis pas un cas isolé, je dirais pas que je suis un cas isolé, parce qu'on est tous fans de musique, mais voilà, la musique, j'ai toujours respiré la musique, quoi. À quel moment toi tu t'es dit que tu avais quelque chose de spécial, on va dire, avec ta voix, ou que tu pourrais en fait suivre cette voix, ou suivre ta voix de la passion, la première fois que je me suis rendu compte que j'avais un truc, que j'avais une voix, c'était... Enfin, j'ai une image qui me revient en tête. Il y avait notre immeuble, il y avait le terrain où mes potes étaient en train de jouer au foot. Et moi, je me souviens que je m'étais éloigné. Je suis assis dans les escaliers et j'ai commencé à chanter. J'ai commencé à chanter. Pendant que mes potes étaient en train de jouer au foot et que je devais être avec eux en train de faire justement ce que tous les gens de mon âge faisaient. Moi, j'étais assis dans l'escalier en train de chanter. En train de chanter des chansons. Enfin, c'est maintenant que je me dis, t'as 6, t'as 5 ans, tu vas pas voilà, tu joues au foot, t'es un peu... Tu vois, moi, j'étais déjà conscient de ça. J'étais déjà conscient du fait que je pouvais chanter. Et vu que j'étais vraiment entouré de musique, enfin, je disais qu'il y avait les gens de Pacific Group qui habitaient juste en bas de chez nous. Donc, moi, j'étais un peu un rat de répète. Quand ils répétaient, j'étais assis à rien foutre. Après, c'était le temps où on pouvait aller chez les gens et s'asseoir juste pour rien faire. Là, je ne laisserai pas mon enfant le faire. Aujourd'hui, mes parents même se posaient des questions. Mais je me souviens que tous les matins, enfin, les mercredis, quand il n'y avait pas école, j'étais occupé à être chez eux, à faire tout et n'importe quoi. Donc, j'allais acheter des cigarettes. J'étais juste assis là-bas. Et j'attendais avec hâte le moment de répétition parce que j'allais être là et voir ce que c'est. Le guitariste allait venir, le batteur allait venir, l'ingénieur son allait venir, les chanteuses, les choristes, les danseuses. Il y allait avoir ça là, et puis j'allais regarder. Et puis on a dit, va acheter de l'eau. Puis j'allais acheter de l'eau, j'allais ramener, va acheter les clopes. Mais juste être dans cet environnement-là, c'est là que j'ai réalisé que oui, j'avais une fibre et que j'aimais. Et que d'une façon ou d'une autre, ça allait faire partie intégrante de ma vie. Yes. Bon, moi, je sais qu'à un moment, je te voyais beaucoup sur The Voice Roumanie, mais sur YouTube. Ok. En fait, j'aborde ce sujet-là directement, mais comment ça se fait que tu quittes ta Côte d'Ivoire natale pour aller étudier l'ingénierie, je crois. Tu étais ingénieur à l'Université Polytechnique de Roumanie. C'est bien ça. Tu es sorti ingénieur. À quel moment tu te retrouves en fait, sur la scène de The Voice Roumanie? Comment ça se fait? Histoire un peu bizarre, mais avant d'arriver à cette histoire-là, il y a déjà le fait qu'au lycée, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que toi et moi, on était ensemble au lycée. C'est-à-dire de l'enfance jusqu'au lycée, j'avais pas vraiment d'activité.
récréative en rapport avec la musique. C'était juste moi qui tirais un peu les ficelles, donc je mettais un peu la puce à l'oreille de mes parents, je m'inscrivais dans des centres aérés, j'avais l'INSAC juste à côté de chez moi, donc je me rappelle que je partais regarder ce que les gens faisaient, juste pour y être, hein, juste pour voir un peu de quoi ça se mangeait. Et au lycée, la cellule de prière dans laquelle j'étais, il y avait des gens qui chantaient. Oui. Donc, je me suis proposé, bien évidemment. Et donc, là-bas aussi, j'ai commencé à avoir de bouche à oreille, j'ai commencé à développer, si tu veux, ce truc-là que j'avais en moi. Et je me rappelle vraiment qu'au bal de promo en terminale, on m'avait demandé à moi d'écrire une chanson. Lorsque le club d'anglais que je représentais avait gagné un concours, je crois, de club d'anglais de différentes écoles à Yamoussoukro. J'avais eu à écrire une chanson également, que j'ai eu à interpréter. C'était la première fois que j'écrivais une chanson de ton pied. Également, pour le bal de promo, également, on m'avait sollicité avec un pote que je salue au passage, c'est Adrien Coutouin, avec qui ensemble on avait composé une chanson de passation de flambeau. Et donc il y avait tout ça là qui était un peu... je commençais à me faire mes expériences en fait. Donc quand je suis arrivé en Roumanie et que j'ai eu à faire ma formation et que je chantais toujours, mais vraiment juste pour le fun, je chantais dans ma douche quoi. Il n'y avait rien de... J'avais pas encore commencé des vidéos. C'est en 2014 que je me suis dit... YouTube venait d'arriver, je voyais les gens, j'avais un téléphone efficace, je me pourquoi pas, ça coûte rien, je vais me filmer, je vais commencer à chanter, il n'y a pas de mal. Donc j'ai commencé en 2014 à filmer des vidéos, à les mettre sur YouTube. Enfin, les gens m'ont dit avec le temps, il faut supprimer les anciennes à cause de la qualité, mais si tu vas sur YouTube, tu trouves encore les anciennes. Ma première vidéo où j'étais chétif comme un balai. je encore en train de chanter parce que je pense que ce sont des reliques, ce sont des choses qui sont assez importantes, qu'il faut garder. Donc oui, j'ai commencé à chanter jusqu'un soir. Je suis sorti avec des potes, c'est une soirée un peu arrosée, hein, je vais pas mentir. On est sorti, on faisait le fou un peu, on allait dans le karaoké. Ce que je savais pas, c'est que dans le karaoké, là, il y avait une chercheuse de tête, donc en rapport avec le concours. Donc moi, j'allais même pas chanter, mais l'alcool est dedans. Voilà, après un verre, j'ai pris le micro. Et j'avais oublié que moi, je chantais, mais voilà, dans ma douche, quoi. Et mes potes étaient habitués, donc ils se disaient pas... en vrai, il n'y avait rien à exploiter, vraiment, quoi. Et je sais plus ce que j'ai chanté, mais quand j'ai terminé ma chanson, tout le monde me regardait. Il y avait un silence. C'était un pub. Tu vois, dans un pub, ça bavarde, ça truc, il y a la musique. Même le DJ a coupé la musique pour que tout le monde m'écoute en train de chanter. Donc, quand j'ai terminé ma chanson, tout le monde était... Waouh, il y a eu un silence. Bon, moi, je dis, l'alcool m'a aidé. Je pense que j'ai passé le cap de ma peur et j'ai fait ce que j'avais à faire. J'étais tranquille et c'est après que la dame est venue me voir en aparté et me dire, voilà ce qui est organisé, est-ce que ça te tente? Au début, j'ai dit non. Parce qu'honnêtement, je pensais à mon père, je pensais à la famille, je pensais à les parents qui n'avaient pas signé pour ça. J'étais étudiant, j'étais totalement dépendant de mes parents. Donc, je ne pouvais pas me permettre de prendre des décisions aussi importantes, tu vois, à ce stade de ma vie-là. Donc, j'ai dit non. Puis, j'ai une pote qui m'a inscrit à mon insu. Donc, moi, j'ai dit non. La soirée s'est terminée. Et derrière, mon pote est parti derrière moi. Elle est allée voir la dame. Elle a dit, je vais m'inscrire. On le poussait un peu. Parce que du coup, on se connaissait, elle savait que c'était l'été en Roumanie, il n'y a pas de job d'été, il n'y a pas de job d'étudiant. Donc moi, par exemple, cette année-là, je ne suis pas rentré en Côte d'Ivoire. Donc c'était un peu un été, rien à foutre. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire. Bien sûr. Tant qu'à faire. Et donc, je suis parti. Je me souviens que je suis parti parce qu'il y a les auditions avant celles qu'on voit à la télévision. Je suis arrivé, j'ai vu des gens, mais des stars, quoi. Des gens qui arrivent, qui ont fait le conservatoire, t'en as qui ont porté des tutus, des trucs colorés, des artistes, vrai sens du terme, tu vois. Moi, je suis arrivé avec ma chemise, petit pantalon, on pensait même que j'étais le gars qui soulevait les trucs, honnêtement. Rien de, tu vois. On a demandé de préparer 3 chansons, donc je suis arrivé, j'ai chanté les 3 chansons. Puis à la fin, le gars, il sort pour dire la liste de gens qui sont sélectionnés pour l'étape d'après, pour l'audition à l'aveugle. Honnêtement, j'ai rien fait de ouf, hein. Je me suis pas dit, Puis il dit les noms. Puis le dernier nom, c'est moi. Ok. Donc j'écris un message à mes soeurs.
Ma famille, je dis, vous dites rien à papa. Laissez-moi aller faire les auditions à l'aveugle. Ça se trouve, ils vont même pas se retourner. Ouais. Voilà. Ça sera une belle expérience. Je vais raconter ça à qui veut l'entendre. On va pas arriver Bah loin. oui. Donc, on passe les étapes, on passe les auditions à l'aveugle. Et ils se retournent tous les 4. Ah ouais. Je dis, bon, ok. En fait, c'est des étapes qui m'ont permis de réaliser que j'avais quelque chose. Parce que oui, autant tu penses que tu as quelque chose. Mais il faut le tester pour Mais il y a voir un peu- vraiment c'est si la validation de ces gens-là, parce que Oui. ceux qui sont retournés, c'est pas n'importe qui. Oui. Ce sont des mastodontes de la musique en Roumanie, tu vois. Mhm. Ils sont retournés tous les 4. Ouais. Et je pense que j'étais derrière un rideau, tu vois. Donc on va pas dire que c'est mon exotisme Ouais. qui les a aidés d'une façon ou d'une autre, tu vois. J'étais derrière un rideau, donc on Ouais. savait pas qui j'étais. Oui. Ils sont retournés tous les 4. Et là, je me suis dit, ok. Mhm. Donc j'en parle à mes sœurs, puis on avance, et puis le reste, Super. je connais. Ouais. Tu avais fait une performance sur Writings on the Wall. Sam Smith. Yes. Après cette performance, qu'est-ce que toi tu as ressenti concrètement? Ce qui est drôle, c'est que pendant la répétition pour cette performance-là, quand je répétais, les gens enregistraient avec le téléphone. Enfin, je découvrais tout ça, hein. C'est-à-dire que c'était vraiment nouveau pour moi. Donc, même la hype autour de ma personne, tu vois, j'avais jamais vraiment vécu ça. Moi, je connaissais que mes potes savent que je chante dans la douche, je chante quand je suis en train de faire à manger. Mes soeurs savent que je chante, on chante quand on a coupé le courant à Abidjan, quand il n'y a pas d'électricité, que voilà, on n'a rien à foutre, on met la bougie, puis on commence à chanter comme des fous. Mais là, il y a commencé à avoir un engouement qui me concerne. Donc, même les gens avec qui j'étais en compétition, donc les gens qui ont fait la saison avec moi, c'était en 2015, ils enregistraient. Et t'as une dame qui m'a dit, mais ta performance, là, j'ai enregistré, on dirait que c'est l'original. C'est-à-dire que j'écoute. Tu vois, donc moi, je dis, bon, ok, d'accord. Mais moi, tellement je suis dans la perfection, tellement je suis toujours en quête d'amélioration, je cherchais des failles. Et mon coach m'a dit, comme toi, ça va très bien se passer. Ouais. Je lui ai dit, ah bon, t'es sûr? Il dit, ouais, ça va très bien se passer. Et puis, bon, la performance se passe. Je fais ce que j'ai à faire. Puis à la fin, j'ai reçu des messages, mais c'est dingue. Ouais. Innombrables de gens, même des gens qui dans la vraie vie ne m'auraient jamais approché. Ouais. Tu vois, c'est de la fierté. La fierté du boulot. Parce que tu commences à réaliser qu'en fait, oui, tu aimes bien chanter, mais bon, autant la voix, c'est un instrument, ça s'entretient, on peut en faire n'importe quoi. Il y a des façons d'entretenir, il y a des façons de faire. Oui. Il y a un mode d'entretien, il y a un mode d'emploi. Et donc, tu commences à découvrir tout ça, tu commences à t'approprier un peu ton art, à ton don, parce que là, on ne parle pas encore d'art. Parce que je ne sais pas ce que je fais. Je le répète encore une fois, que c'est vraiment parti sur un coup de tête. C'est vraiment au pif. Et donc, j'évolue, et je commence à réaliser certaines choses. Donc oui, après cette performance-là, il y a eu beaucoup de fierté, j'ai eu beaucoup de messages, il y a eu beaucoup d'engouement autour de ma personne. Puis ça fait plaisir. Super. Et justement, tu as été coaché par, il s'appelle Smiley, non? Smiley. Ouais, c'est un grand artiste roumain. Oui, et mondialement connu même. Oui. En fait, qu'est-ce qui t'a, pendant ces moments de coaching, qu'est-ce qui t'a apporté et qui, j'ai envie de dire, qui t'est su jusqu'à aujourd'hui? Il faut dire qu'avant ce concours-là, moi, je savais pas ce que c'était que d'écrire une chanson. Honnêtement, je savais juste chanter. Et c'est quand tu rentres dedans que tu comprends qu'il ne s'agit pas de savoir juste chanter. Ouais. Voilà, il y a des stratégies de communication, il y a savoir travailler en studio, il y a savoir enregistrer, faire des prises de voix, faire du mix, faire du mastering. En fait, il a mis un cadre à tout ça. Et honnêtement, pour ça, je serais reconnaissant, mais vraiment à jamais. Parce qu'il a mis un cadre. C'est-à-dire, grâce à son boost, aujourd'hui, je sais écrire une chanson de tête aux pieds, je vais faire une prise de voix. J'ai encore des petits soucis d'arrangement, donc j'essaie d'apprendre. Je joue au piano. Je maîtrise ma voix comme je n'ai jamais maîtrisé ma voix il y a 10 ans. Et c'est vraiment ça a été un moteur parce que tu le vois faire. Parce que juste après le concours, donc il t'emmène au studio, donc tu travailles avec lui. Et il m'a permis de rencontrer des artistes que j'avais jamais vraiment eu à rencontrer. Moi, j'ai jamais rencontré Chris David dans ma vie. Puis une fois, je le vois rentrer. Et je fais, ok, sur le coup, bien sûr, comportement, tu vas pas faire comme si, voilà.
Et j'arrive à la maison et j'appelle tout le monde. Mais oui, tu Ouais, vous manifestes savez ta pas. joie. Hein. Ah, bah oui, Ouais. ça arrive qu'une seule fois. Donc, après, il faut dire que la Roumanie, c'est une plaque tournante parce Mhm. qu'il y a beaucoup d'artistes, surtout américains, qui viennent enregistrer en Europe. Parce que c'est francophone. Mais bon, le roumain n'est parlé qu'en Roumanie. Et donc, il parle très bien l'anglais, il parle très bien l'espagnol, il parle très bien le français. Et le roumain a une base latine. Les gens pensent très souvent que le roumain a une base russe, Mhm, donc mhm. ukrainien-russe, mais non, c'est une base latine. Donc en roumain, on dit merci, en roumain, on dit pardon, en roumain, on dit anorak, en roumain, on dit... Il y a plusieurs choses, il y Mhm. a beaucoup de similarités. Et donc, les gens vont là-bas, déjà parce que ça coûte moins cher que Ouais, ouais, bien d'enregistrer sûr, dans bien un sûr. studio Oui, au Abbey effectivement. Road à Londres, ce genre de choses. Mhm. Mais les gens viennent en Roumanie pour pouvoir enregistrer des albums. Et donc, ils Super. travaillent avec des artistes là-bas. Mhm. Donc, en allant au studio, tu t'attends pas à voir des artistes, tu t'attends pas à voir des gens comme toi qui ont un peu plus de coffre, qui ont un peu plus de préparation et du coup t'aides à t'élever quoi, et à Mhm. perfectionner ton art. Mhm. Donc oui, il m'apporte beaucoup. Mais il Ouais, m'apporte ouais, vraiment ouais. beaucoup. Tu finis finaliste alors, en fait, de ce The Voice Roumanie. Mm. Apparemment, c'était la première fois que les non-roumains arrivent en finale. Ok. Et toi, comment tu as vécu cette reconnaissance? Ça fait plaisir. Mhm. Il y a beaucoup d'honneur, beaucoup d'humilité, Mhm. beaucoup de découvertes parce qu'encore, je répète toujours, je ne savais pas ce qui est en train d'arriver. En fait. Mhm. C'est vraiment... je m'adaptais. Mais il y avait également du mauvais parce que racisme, ce genre de choses. Autant le racisme pour moi il a jamais vraiment disparu, mais bon là-bas c'était encore plus corsé. Donc en 2015, après je suis reparti il y a quelques mois, vraiment ça a changé. C'est-à-dire Bucarest, il y a de plus en plus d'étrangers, il y a de plus en plus, c'est un peu plus cosmopolitain. Enfin de toute façon Bucarest c'est le petit Paris, c'est un peu, c'est la même idée. Et il y avait du bon, mais il y avait aussi du mauvais. Donc c'était la première fois de faire face à tous ces vents contraires là, on va dire. Et ça te bouscule très fort si t'as pas les pieds sur terre, ça te bouscule très fort si t'es pas mentalement préparé. Moi, j'étais pas mentalement préparé, donc ça a été... en même temps que ça a été un coup de boost, en même temps que ça a été un coup de massue, parce que je découvrais que j'avais une couleur. Ouais. Voilà. Moi, j'ai grandi voilà, en Côte d'Ivoire, tout le monde a la même couleur que moi, à part de... je suis pas un ovni, quoi, tu vois. Et ça peut être problématique quand t'as pas les pieds sur terre, mais j'avais le bon support système, j'avais mes potes, j'avais ma famille, j'avais mes frères et sœurs, j'avais une petite communauté là-bas. J'étais pas seul. Je pense que si j'étais seul, ça allait être un peu plus difficile. Ouais. Mais l'entourage m'a vraiment été d'un support, mais vraiment inoubliable. Et vraiment, c'est des choses que je garde vraiment à jamais, quoi. Super. Et comment tu as pu transformer en fait ces difficultés en force, j'ai envie de dire? Parce qu'on n'a pas le choix. Mhm. Honnêtement, c'est soit tu laisses toutes ces choses-là te descendre, soit tu décides de t'en servir comme étant une force. Tu décides de ne pas les voir, tu décides de faire attention à préserver ta santé, donc ce qui se passe dans ta tête, et puis à pas oublier pourquoi tu es là. De toute façon, après moi je savais pas pourquoi j'étais là. Parce que encore c'était au pif. À The Voice là. Ouais, oui. J'avais un peu le syndrome de l'imposteur parce que jusqu'en finale je me disais attends, on dirait que j'ai un truc, hein. On dirait que les gens... ok, tu vois. Syndrome de l'imposteur. Mais il y a du bon, il y a du mauvais. On s'en sert, on prend les bons. Ouais. On prend les bons, on prend les mauvais aussi. Mais les mauvais, tu essaies de les transformer. Bien sûr. En bon, parce que si tu n'avais rien de spécial, je pense pas qu'il y ait avoir autant d'engouement en ce qui te concerne. Et donc, moi, je choisis d'avancer avec les deux. Et puis, ça me permet de garder les pieds sur terre. Super, super. Du coup, après The Voice, moi, j'ai appris que tu as failli signer. Je sais pas si ça s'est fait. Tu as failli signer à Universal. Qu'est-ce qui s'est passé et comment en fait tu n'as pas pu signer en fait chez eux parce que j'ai fait une recherche, je crois que tu es encore sur la liste des artistes
Mais après, en dessous, il n'y a pas d'œuvre, en fait. Ils mettent Michel Kocha. Ouais. Et je sais pas pourquoi tout est bon. Pourquoi, dis-nous. Non, en fait, Si tu peux nous en dire la plus. production, la production le faisait de façon directe. Et il y a des chansons que Ok, j'ai oui. eu à faire en collaboration avec des artistes sous le label de Universal. Mais le truc, c'est que j'ai rien signé. D'accord. J'ai rien signé, mais étant lié au concours, donc pour faire le concours, tu signes des choses. Et donc, étant lié au concours, par ricochet, je suis sous leur coupole. Mais personnellement, en ce qui me concerne, j'ai failli signer. J'ai failli signer parce que voilà, pour moi, c'était la signature et tout. Jusqu'à ce que je relise bien le contrat. Parce que du coup, moi, je comprenais pas ce qui m'arrivait, tu vois. J'allais signer sur le coup de l'engouement alors que non. Donc, je l'ai soumis à un avocat qui m'a dit, écoute, si tu signes ça, là, tu vas te créer un problème. Non, parce que du coup, tu signes sur une bonne période. Donc, je crois à l'époque, c'était quoi 10 ans. Où on te promet des choses. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les majors, il y a les top artistes. Il y a des artistes qui leur amènent beaucoup. Bah oui. Et ces artistes-là, c'est sûr qu'on mise. Oui. C'est eux les priorités. En fait, ils injectent de l'argent dans quelqu'un. Et cet argent-là doit leur revenir. Bien sûr. Ads, publicité, concerts, ventes, stream, you name it. Yeah. Mais cet argent qui est injecté dans les top artistes-là, il n'est pas injecté dans les artistes qui viennent d'arriver. Donc, tu peux passer la majeure partie de ton temps à rester sur le carreau. Et donc, quand tu signes, du coup, tu signes un contrat exclusif. Donc, tu n'as pas le droit d'aller voir ailleurs. Et tu attends que eux, ils investissent en ce qui te concerne. Quand ils investissent en ce qui te concerne, il faut que ton projet leur plaise. Parce que tu leur pitches ton projet. Ok. Si ton projet il leur plaît, d'accord. On peut commencer en roll-out, on peut faire des trucs. Mais encore, tu viens après l'artiste. Donc, il faut que l'artiste ait terminé ce qu'il a à faire pour qu'on vienne à toi. Et donc, on vient à toi même pas avec le même engouement et la même énergie. Bien sûr, voilà, les énergies ne sont pas les mêmes. Oui. Et donc, j'ai très vite réalisé que ça allait pas être le cas pour moi, donc j'ai rien signé. J'ai rien signé, mais après ça, j'ai intégré un groupe de chant avec qui on a fait une tournée. En Roumanie et puis un peu en Europe aussi. Donc, oui, j'ai rien signé. Mais il y a encore effectivement des œuvres qui, par le concours, induisaient leur coupole également. Enfin, induisaient que je crée sous leur coupole. Et donc, on retrouve encore c'est pour ça que c'était lié au contrat des Voice. Voilà, t'en as qui me disaient, on va sur Apple Music, il y a Mi Coach, il y a Michel Coach. Il y a beaucoup. Je dis, bon, prenez Mi Coach. Ouais, c'est Mi Coach en fait. Voilà, exact. Le reste là, bon, c'est des choses d'il y a 10 ans, tu vois, donc je peux pas vraiment changer. Et donc, c'est un peu ça. Donc j'ai failli signer, j'ai pas signé. Alors, moi je peux dire que tu as une double vie. Ok. La partie musique et la partie vie pro, activité professionnelle. Tu es salarié tu es ingénieur commercial. Hein, tu m'arrêtes si je me trompe. Dans une société de la place. Alors, comment se passent en fait tes semaines types quand tu dois en fait jongler entre la musique, ta passion et l'activité professionnelle salariée? Bon, après, j'aime bien dire, j'ai la vie d'Anna Montana. Le meilleur des deux mondes. Non, en fait, le matin, je suis au bureau et puis le soir, je suis au studio. Ok. C'est principalement ça. Être dans le milieu de la musique m'a aidé à réaliser qu'il ne s'agit pas que d'être chanteur. Et l'expérience que j'ai eue en Roumanie m'a aidé à savoir écrire des chansons. Donc, j'accompagne également des artistes dans l'écriture de leurs chansons, avec le partage de droits, bien évidemment. J'écris des chansons pour des artistes. J'ai récemment eu une collaboration avec un artiste camerounais qui s'appelle Arphétamine. On a travaillé ensemble sur une chanson qui s'appelle Sous le regard des étoiles, qu'on a eu à composer ensemble. On travaille encore sur d'autres chansons.
être en studio m'a permis de savoir un peu comment ça bouge de ce côté-là. Donc oui, autant je vais au studio travailler sur des projets qui me concernent, autant souvent je vais au studio également travailler avec les artistes. Donc c'est de la composition, c'est de l'écriture, c'est du temps de réflexion. Il y a beaucoup de brainstorming aussi. Donc c'est principalement une semaine type. Après, c'est pas tous les soirs que je suis au studio. Souvent, après le boulot, je rentre chez moi. Mais principalement, ça, c'est la vie que je mène. C'est-à-dire que je suis ingénieur, je joue. Et le soir, je suis très souvent au studio ou à des concerts en tant que artiste, chanteur. Super, super. Et le switch entre l'univers, en fait... très cadré de ton boulot, de ton activité professionnelle. Et le switch et le passage à l'activité de la musique est aussi créatif. Comment tu arrives à faire le switch en fait mentalement? Comment tu... Bon, après, je demande parce que je sais pas oui, comment je comprends. Ouais. C'est peut-être tellement facile pour moi qu'on peut être à mes yeux, on se demande comment il fait. Mais bon, après, ça vient pas sans risque, hein. Ça vient pas sans sacrifice. En fait, moi j'aime bien penser que je suis le meilleur artiste chanteur parmi les ingénieurs et le meilleur ingénieur technico-commercial parmi les artistes chanteurs. C'est-à-dire que c'est mon équilibre. L'un me permet d'aller à l'autre et l'autre me permet de revenir à... C'est-à-dire que tu m'enlèves la musique, je ne serai pas au taquet au boulot, mais tu m'enlèves le boulot aussi. Je vais faire la musique, ce sera top, tu vois, mais j'aurais besoin de quelque chose pour m'évader. Et donc les deux, si tu veux, m'aident à maintenir un quelconque équilibre. Je peux dire ça comme ça. Mais je pense que j'ai besoin des deux. Parce que je me souviens qu'on m'a toujours dit, ouais, moi, il va falloir choisir. Mais pourquoi choisir? C'est pas comme si je détestais mon boulot. Ouais, faut choisir. Après, il faut choisir un camp pour que peut-être tu... Je sais pas. Non, mais j'y suis pas encore. C'est-à-dire que je ne suis pas encore au point où, je sais pas, moi, j'ai une carrière musicale de ouf qui va me demander. Et bien évidemment que le suivi viendra à ce moment-là, ou pas. Hein. Ça peut ne pas venir. Mais effectivement, s'il y a un choix à faire, le choix, il sera vite fait. Mais j'y suis pas encore. Je suis encore au point où les deux me procurent mon épanouissement. Et donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que je laisserais l'un au détriment de l'autre. Ok. C'est bien compris. Est-ce que ton entourage professionnel, tes collègues au bureau, ils savent que tu es artiste? J'en parle jamais au début. Ok. Je n'en parle jamais. C'est toujours eux qui... Parce qu'apparemment, quand je parle, c'est comme si je chante. C'est comme ça. C'est ce qu'ils me disent au téléphone très souvent. Et donc, je me souviens, j'étais en congé. Et je crois qu'il y a un de mes collègues qui a creusé. Il a découvert. Et il a envoyé le lien à tout le monde. Enfin, tout le monde, tous mes collègues, il n'a pas envoyé au directeur. Il envoie à tous les collègues. Donc, tous les collègues ont capté. Et je reviens de vacances. Puis j'entends à un moment, ils mettent ma chanson, mais ils mettent tout doucement le son. Dans open space. Donc, ils mettent tout doucement le son. Puis je lève la tête. Et puis ils retournent tous là-dedans. T'as cramé. Je dis, oh là là, ils vont cramer. Ils disent, tu pensais que t'allais tout cacher combien de temps? Quand même. Non, après, c'est que de la fierté, tu vois. Ils sont curieux de savoir pourquoi, qu'est-ce que je fais au boulot. Alors que ils m'ont vu sur des scènes, ils m'ont vu sur des trucs, ils m'ont vu sur des projets. Ah, toi, tu fous quoi ici? Non, honnêtement, moi, j'aime bien. Et ils le prennent très bien. Il n'y a pas encore eu de spectacle où je les ai invités, mais ils ont hâte. Ils me disent, ouais, à quand un spectacle? On va venir te soutenir et tout. Je dis, écoutez, je ne sais pas encore, mais je vous dirai. Dès que j'ai la possibilité de faire un spectacle et que j'ai la possibilité d'inviter des gens, vous serez les premiers invités. Donc, ils le prennent très bien et puis ça n'a aucun impact sur... Après, ils sont toujours curieux. Ils m'appellent, ils disent, ouais, la star. Ça faut rigoler, mais bon, après, je pense que c'est plus de fierté et puis de curiosité aussi, c'est vraiment ça. Super. Mais c'est quoi ton secret pour tenir en fait le rythme sans t'épuiser? J'ai pas de secret, je suis fatigué. Honnêtement, j'ai pas de secret. Honnêtement, pas vous dire, prenez la vitamine D, beaucoup de caféine. Non.
Euh, non, mais après, je m'autorise souvent, je me coupe de tout ça. Quand je me coupe, ça peut être du yoga, ça peut être du sport, ça peut être du voyage, Ok. ça peut être ça peut être de la natation, il y a beaucoup d'activités qui Mhm. me permettent de m'évader, me rendre ces deux-là. Mhm. Voilà, c'est-à-dire que autant je veux que ce soit deux parties intégrantes de ma vie, autant souvent j'aimerais me déconnecter de tout ça. Mhm. Et oui, toujours mes proches, ma famille, Mhm. mes neveux, Ouais. mes amis, sont vraiment mon cercle proche Oui. m'aide vraiment à m'éloigner de tout ça quand vraiment l'atmosphère est trop lourde, quoi, et que j'ai besoin de couper. Ouais. Donc oui, mon secret, enfin il n'y a pas de secret, hein, c'est plus une volonté coriace de vouloir revenir à ces deux-là tout en étant bien dans ma tête. Mhm. Et donc le besoin de couper peut arriver de temps en temps, et quand il y a besoin de couper, je coupe. Super. Donc Ok. sport, voyage, mes amis, mes proches, beaucoup de natation, beaucoup de Mhm. running, je Mhm. cours beaucoup. Puis voilà. Super, super. Alors, on va se focaliser un peu sur ta musique, hein. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, on peut dire que ta musique est passée de la passion, de la pure passion à vraiment un projet structuré aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Je pense que mon projet il est un peu plus structuré. Parce que il fut un moment où je faisais que des vidéos cover. Mhm. Et puis j'ai moi-même voulu reprendre les choses à un certain niveau. Remettre certaines pendules à l'heure en ce qui concerne mon art et l'encadrer un peu plus. La création a toujours fait partie intégrante de ma vie. Je me souviens qu'à un moment, j'étais juste fatigué de chanter les chansons des gens. Mhm. Je me suis dit, ça y est, un moment, faut créer les siennes. Faut Mhm. arrêter de chanter les chansons des gens. Ouais, Et clairement. bon après, il y a toujours des chansons que j'aime bien, hein, que je peux faire des covers de temps en temps. Mhm. Mais oui, je pense que mon projet, il est un peu plus structuré. Mon univers, il est un peu plus cerné. Et ça a toujours été une volonté, hein. Je pense que je suis bien parti en tout cas. Je suis bien Super. parti dans le sens où j'ai décidé de structurer mon art Mhm. et de faire des compositions qui me ressemblent. Mhm. Pas des compositions qui vont vendre Mhm. ou bien des compositions qui vont faire de moi une star. Parce que bon, faut pas oublier pourquoi on est dans cette histoire-là. Moi, je me souviens qu'au début, encore une fois, je ne savais pas ce que je faisais quand j'étais à The Voice et donc j'ai bien aimé la Starmania. Mhm. Mais bon, après, c'est pas ça l'objectif principal. Mhm. Je pense que au début, j'y étais pour les mauvaises raisons. Je vais pas mentir, j'aimais bien la Starmania. Mais Mhm. bon, après, c'est très éphémère. Mhm. Et puis, on, 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 on redécouvre son Mhm. art en se focalisant sur soi-même et en coupant. On parlait du fait de couper. Mhm. Parce que quand tu coupes, tu reviens avec de nouvelles idées. Tu reviens avec un cerveau frais. Super. Et tu structures mieux les choses. Donc oui, je pense que là, actuellement, je suis un peu plus structuré musicalement. Super, super. Là, tu as sorti une chanson qui s'appelle Saint Thomas. C'est quoi en fait ta vision en faisant ce titre? Et puis quel est le message que tu souhaiterais passer en fait à travers ce titre? Moi, je l'ai écouté aussi quand je préparais notre petite discussion. Franchement, j'aime bien la chanson, hein. J'aime bien les petits textes que j'aime bien, franchement. Mais toi, concrètement, aujourd'hui, en faisant ce titre, quel est le message? Qu'est-ce que tu veux véhiculer? Saint Thomas, enfin, la structure même de la chanson est un peu inconventionnelle, hein. Voilà, parce que quand tu écris des chansons, elles sont censées avoir des couplets, des refrains, des bridges et tout. Alors que Saint Thomas, il n'y a rien. Ça commence, ça finit. C'est-à-dire, c'est une prose. Ok. C'est un texte. C'est vraiment un poème, si tu veux. Mais j'avais besoin d'une chanson à voix, sans D'accord. fioriture, avec juste un piano. Ouais. C'est une chanson que j'ai réalisée avec Mel Gibson, que je salue au passage, et avec Desco Phoenix, qui s'est occupé du mix et de l'arrangement. C'est une chanson qui parle de ma vision sur la vie, en général. Okay. Comment je pense humblement qu'elle doit être vécue. Ma définition du bonheur, en fait. Ma définition du bonheur, le bonheur qu'on peut définir de mille et une façons, mais se retrouver et aspirer à une vie
qui change un peu de ce à quoi on s'attend en ce qui te concerne, c'est de ça que saint Thomas parle. Super. C'est-à-dire que Je dois réécouter, je crois, encore. les idées préconçues ou les clichés habituels, nous, africains, les façons de faire, il faut cocher des cases, voilà, et t'es pas obligé. Il faut juste vivre pour toi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent pas pour eux. Exact. Et c'est pour ça que le monde est problématique actuellement. Je pense que s'il y avait plus de gens qui vivaient pour eux et qui faisaient ce qui leur fait plaisir à eux, on aurait évité beaucoup de dingueries. Ouais, c'est clair. Et c'est de ça que saint Thomas parle. Saint Thomas parle de ma vision de la vie, de comment est-ce que je pense qu'elle doit être vécue. Et aussi du fait qu'il faut se détacher des idées préconçues et vivre pour soi. Super. Voilà, et puis croire. Alors, honnêtement, moi, tout ce que je faisais à la musique et tout, là, tout est parti d'une idée. C'est-à-dire que si tu n'as pas la foi en ce qui se passe dans ta tête, là, on n'est même pas encore dans l'ordre du spirituel. On parle de toi-même dans ta tête. Si tu n'as pas foi en ce que tu peux faire, rien ne va sortir. Voilà, ou même quand ça sort, ce ne sera pas toi parce que tu n'auras pas mis la croyance nécessaire. Et donc, quand tu... C'est ça, en fait, saint Thomas, oui, dans la Bible, il a décidé... Jésus, voilà, on connaît l'histoire. Mais c'est un peu ce que je dis. Voir et croire deux choses différentes. Même quand tu n'as pas encore vu. C'est important de croire, d'avoir la foi pour pouvoir avancer et puis vivre comme tu veux vivre. C'est-à-dire que même, souvent, tu te dis, mais attends, est-ce que cette façon de vivre là, il y a ça autour de moi? C'est-à-dire que ce n'est pas des choses que tu vois, mais tu as un idéal. Il faut y croire. Enfin, c'est un peu bateau, mais bon. Mais moi je comprends bien, je l'ai écouté plusieurs fois. Faut le faire, faut y croire et puis il faut se donner les moyens. Super. Tu as aussi sorti La Source. Est-ce que tu peux nous en dire juste en quelques mots, juste en 2 mots? Enfin, après, il faut dire que sur cette épée péripétie là, qui est d'ailleurs disponible sur toutes les plateformes que les gens peuvent aller écouter. La Source, La Source, c'est une introspection. C'est une introspection, c'est un peu la suite de saint Thomas. Où c'est vraiment un moment de ma vie où je réalisais que je vivais pas pour moi. Tu vois, je me faisais beaucoup de mal. Et quand tu vis pas pour toi et que tu t'habitues, ça commence à devenir normal dans ta tête. Alors que c'est pas normal, parce que c'est pas ce que tu veux, tu vois. Alors que j'avais réalisé des choses, j'avais fait des trucs, je m'étais bougé, tu vois, j'avais vraiment fait des choses pour moi. Donc je me dis, mais pourquoi est-ce que je cherche encore à cocher ces cases-là, en fait? Et sans le vouloir, je me faisais du mal. Donc c'est un peu comme ça que La Source a été une chanson que j'ai très très vite écrite aussi, pareil, réalisée par Desco Phoenix, que je salue. En fait, La Source, pour moi, ça représentait le fait de rentrer en Côte d'Ivoire en 2017. Ah, ok. C'est ça, j'appelle ça La Source. D'accord. Parce que moi, je suis retourné à La Source parce qu'effectivement, après le concours, j'avais un peu le vent en poupe. Et puis après, il faut dire que j'ai eu mon diplôme. Donc, j'avais le temps de vraiment faire la star et j'ai eu à le faire. J'ai fait des tournées et tout. Et je commençais à être un peu perché. Jusqu'à 2016-2017, où je rentre. Parce que voilà, je rentre. Je quitte la Roumanie, définitivement, je rentre. Et avec du recul, ça a été la meilleure décision. Donc oui, La Source parle de cette décision-là et de comment est-ce qu'elle m'a impacté pour pouvoir être la personne que je suis aujourd'hui. Super. Quel style de musique, en fait, toi, aujourd'hui, tu te définirais concrètement? Ce que tu fais, c'est quoi ton style musical qui te décrit le plus, sans vouloir me répéter? Je dirais afrobeat. C'est vraiment afrobeat, parce que je ne veux pas dire musique ivoirienne, parce que même la musique ivoirienne, ça rentre dans la grande famille de l'afrobeat aussi. Après, mes influences sont également ivoiriennes, hein, bien sûr. Donc on retrouve une chanson qui s'appelle Championnat, qui bouge, qui est très voilà. Je vais écouter ça. Voilà, c'est la chanson. De toute façon, il y a plusieurs types de chansons sur cette EP là. C'est-à-dire que de saint Thomas à Championnat, vraiment il y a beaucoup de choses. Et tu vois, de par les préférences des gens, parce que tu vois les tendances, qui est doux.
C'est-à-dire que les Africains, donc les Ivoiriens, ils aiment bien championnat parce que voilà, ça bouge, ouais. J'ai compris. Et puis, les gens qui sont un peu voilà, en Europe ou ailleurs, ils ont d'autres préférences. Donc, c'est des Saint-Thomas, c'est des La Source, parce qu'il y a du texte. Parce qu'il y a Pas que le championnat n'a pas de texte, mais le rythme est tellement entraînant que t'en as qui préfèrent ça. Ouais. Tu vois, et après, je raconte toujours l'anecdote de cette pote-là qui m'a dit, mais t'as changé de registre parce qu'elle n'avait pas encore écouté les autres chansons. Elle n'écoutait que Saint-Thomas. Ok. Il n'y a, T'as bien. y a pas de chanson. Qui Lui, non, écoute. bouge. Quand elle a écouté, elle dit, ah oui, moi, Voilà. c'est la dernière, là. Oui, parce que ça. J'ai dit, ok. Ok. D'accord, t'en as eu pour ton compte. Mais la musique qui me définirait définitivement, ce serait, je dirais afrobeat, afropop. Après, je fais pas de la piano, mais dans la grande famille de l'afrobeat, c'est vraiment ça. Après, mes influences sont variété française, jazz, R&B, on a Bien parlé. sûr. Mais là, aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire et ce dans quoi j'ai envie de m'inscrire, c'est vraiment l'afro. C'est-à-dire que même si j'ai des musiques à texte, rester dans l'afro, parce que les gens se servent de l'afro très souvent pour danser, ou bien on est très souvent sur des gimmicks. On n'entend pas vraiment des paroles, tu vois. Et moi, je veux rester dedans, mais avec des paroles, avec du texte, avec des choses que les gens comprennent. Ça sera très souvent du français, parce que c'est ma langue la plus facile. Je compose en anglais aussi, en roumain. Mais... Voilà. T'as du roumain? Non. Pas dans cette EP-là. J'ai déjà eu à travailler avec... ok. Parce que tu parles roumain, hein? Oui. Ah ouais, t'es fort, toi. T'es fort. C'est quoi la prochaine étape pour toi, Mikoch? La prochaine étape, plus de musique. D'accord. J'espère avoir un album. Ok. Parce que là, on est sur un EP de 5 titres. J'espère avoir un album. Donc, un album, c'est 10 titres. Vraiment, ok. Voilà, des trucs. Ah, c'est ça la différence, c'est le nombre de tracks. Oui, c'est-à-dire un EP Extended Playlist qui est limité à 5 titres. Ah, ok. Voilà, t'en as qui appellent ça maxi single aussi, mais bon, c'est EP, c'est-à-dire Extended Playlist, ça va de 3 à 5 chansons. D'accord. Ok. Voilà. Après un album, on a 10 chansons. Après, si tu es congolais, tu peux avoir 25 chansons. 25 chansons. Pourquoi congolais? Non, parce qu'ils ont des chansons. L'album de Gims, il y a plus de 20 chansons. Ah oui, chaud lui. Et puis quand tu écoutes, il y a des musiques congolaises, ça fait 25 minutes la chanson. Une chanson. 25. Est-ce que tu vois un peu? Ok. Bon, après, c'est le Congo, mes influences également viennent de là-bas. Mais après, tu vois, je mets tout ça là dans l'afro. Tu vois, Super. Après, on peut subdiviser, mais ouais. C'est l'afro qui me définit principalement aujourd'hui. Super. On tend allègrement vers la fin de notre discussion. C'est la Côte d'Ivoire a donné Alpha Blondy, Aïcha Koné. Mais oui, bien sûr. Didier Arafat, paix à son âme. En fait, quel est ton regard aujourd'hui sur la musique ivoirienne, concrètement? Je suis en extase par rapport à ce qui se passe actuellement avec la musique ivoirienne. Je suis très, très fier de ce qui se passe parce que je pense que les artistes ivoiriens ont compris qu'il faut juste présenter son art. C'est-à-dire, il faut juste le faire sortir. Bon, aujourd'hui, on a plus de facilité. Il y a 20 ans, c'était un peu compliqué. Mais tu as des artistes émergents qui viennent de partout. Là, j'écoute beaucoup Rena Bla. J'écoute beaucoup Jaël Boni. En fait, à part les grands artistes qu'on connaît, hein, les José et tout, il y a des artistes qui sont vraiment underground et qui commencent à émerger et que j'aime beaucoup, qui vraiment se font découvrir. Donc oui, je pense que c'est varié, il y a beaucoup de choses à proposer et je pense qu'il y en a encore dans le coffre. C'est ce qui me réjouit encore plus. Tu vois, donc là, tu as le Biama, coupé, décalé. Tu as l'Afro House, Made in Côte d'Ivoire. Tu as du Zouk. Il y a beaucoup de choses. Les artistes ivoiriens proposent. Et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Super. Non, on est à la fin de notre discussion, complètement. En fait, qu'est-ce que tu pourrais donner en fait aux jeunes artistes en herbe aujourd'hui qui espèrent devenir plus grands demain? Bon, moi-même, je suis en herbe aussi. Je pense pas. Tu es plus où tu veux. Voilà. L'idée, le conseil. Après, j'ai un peu du mal avec les conseils. Mais faut pas avoir honte du fait que le regard va peut-être impacter la façon dont la musique est perçue. Faut pas avoir honte de ce qu'on était et que l'exposition peut être éventuellement source de mauvais œil ou quoi que ce soit. Faut juste présenter la musique et puis il faut faire avec ce qu'on a.
Si c'est un téléphone, filme-toi. Fais ce que tu peux faire et puis essaie de te présenter de toutes les façons qui sont possibles. Dans la mesure du possible, en tout cas, il faut le faire. Dès que tu peux le faire, il faut le faire. Super, super. Où est-ce qu'on peut te suivre aujourd'hui sur Instagram. Ton message de fin également. Instagram, YouTube, MiCoach sur Instagram, Mister Coach sur Instagram, MiCoach sur YouTube, MiCoach sur Facebook, MiCoach Musique sur TikTok. Voilà, je suis un peu partout et en mot de fin, je t'ai envie de dire merci. Merci de m'avoir reçu. Ouais, je t'en prie, merci d'avoir parlé, d'avoir discuté, de présenter ma musique. Vraiment plaisir. Je souhaite longue vie à ce podcast et puis on est ensemble. Merci. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On recevait MiCoach, qui est artiste et à la fois ingénieur technico-commercial. À bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode de Voix d'influence. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À bientôt.